l'arme nucléaire qui plane à nouveau sur la guerre, en tout cas dans les déclarations, et les déclarations de Vladimir Poutine lui-même. C'est vrai que ces derniers mois, on avait plutôt le sentiment qu'il calmait le jeu. Et là, à l'occasion du 80e anniversaire, à la commémoration du 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad, voilà qu'il a fait une allusion, comment dire, assez claire à l'arme nucléaire. Avertissement à peine voilé, nous avons de quoi répondre et pas seulement avec des chars, dit-il à propos des livraisons d'armes occidentales. Au même moment, voilà que la presse suédoise révèle que Stockholm, que la Suède prend la menace d'une attaque nucléaire au sérieux. Au même moment encore, les États-Unis s'inquiètent parce que la Russie ne respecte plus le traité START sur le contrôle et la limitation des armements, des armes nucléaires. Ça fait beaucoup, on va tout mettre à plat et puis on va voir s'il faut prendre ça au sérieux ou si on est encore dans ces gesticulations. Est-ce qu'on peut apporter une réponse précise à cette question-là? C'est difficile, on va essayer. D'abord les faits, rien que les faits. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et d'abord, revoilà donc que Vladimir Poutine brandit à mots couverts la menace nucléaire. Oui, Vladimir Poutine commémorait aujourd'hui les 80 ans de la bataille de Stalingrad, la victoire de l'armée russe face à l'armée nazie. Et plus que jamais, pour Vladimir Poutine, l'histoire se met à nouveau au service de la propagande russe. Le président a d'abord fait une allusion à la livraison des chars allemands à l'Ukraine. Et selon lui, l'histoire se répète. Écoutez. Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. Il n'a pas dit des croix gammées, et voilà, les croix sont toujours là. Pas tout à fait les mêmes, mais ce sont encore des croix. Tout à fait. Mais ce qu'on retiendra le plus, David, de cette allocution du président, c'est le retour, vous l'avez dit, de la rhétorique nucléaire dans la bouche de Vladimir Poutine, même si le mot n'est pas prononcé. Face à ces mêmes chars, le président russe a fait une menace à peine voilée. La Russie est prête à répondre par tous les moyens. Мы знаем, что несмотря на усилия официальные, продажные по своей сути, те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам. Vladimir Poutine n'avait pas brandi la menace depuis des mois. Est-ce une coïncidence? Presque au même moment, cet après-midi, voilà que le missile intercontinental Yars, autrement appelé RS-24, est réapparu dans la propagande russe. Il est considéré comme l'un des missiles les plus puissants de l'arsenal nucléaire de Moscou. Une portée de 12 000 km capable de toucher n'importe quelle cible sur le globe. Il fait partie de ces armes qualifiées d'inarrêtables par le Kremlin. C'est rare de le voir en manœuvre comme cela. Difficile également de ne pas y voir un message lancé aux Occidentaux. On s'interrompt un court instant pour commenter ces déclarations de Vladimir Poutine. Oui, Jean-Dominique, comment faut-il les appréhender? D'abord, ça veut dire que l'arrivée des chars lui fait peur. Parce que sinon, il ne réagirait pas comme ça. Ça veut dire qu'effectivement, ça risque de changer un peu la situation militaire sur le terrain. Preuve qu'il en parle autant montre que ça lui pose un problème, cette arrivée des chars, et des chars occidentaux. L'autre chose, c'est que, comment dire, le nucléaire, c'est toujours l'objet de gesticulation. Ça ne sert qu'à ça. Il s'était un peu calmé ces derniers mois. Oui, il s'était calmé parce que là, les Occidentaux, en livrant des chars de combat, franchissent un degré supplémentaire. Ça, je crois que personne n'en doute. Il y en aura d'autres, les missiles à longue portée, les avions de combat, mais là, on vient de franchir une étape supplémentaire.
Et donc, effectivement, lui, il est obligé d'en tenir compte. Ça ne l'arrange pas. C'est pas un discours de oui, vous savez rien. S'il est embarrassé par cette situation militaire, donc il montre ses gros muscles. Mais c'est normal qu'il le fasse. Dire qu'il fait de la gesticulation, le nucléaire ne sert qu'à faire de la gesticulation depuis 1945. On ne s'est servi dans l'histoire qu'une seule fois, enfin 2 fois, à Hiroshima et à Nagasaki d'une arme nucléaire. Depuis lors, c'est une arme fondamentalement politique qui ne sert qu'à dire des messages comme ça. Sinon, on s'en servirait. Mais ça, ça signifie donc c'est pas étonnant que vous n'imaginez pas qu'il puisse s'en servir. Ah ben, c'est toute la dialectique, comme on dit dans termes savants, du nucléaire. C'est une arme dont on peut se servir, mais d'un point de vue pratique, c'est-à-dire qu'on pourrait tirer des missiles, mais dans la vie réelle, et jusqu'au jour où éventuellement on le ferait, on s'en sert pour autre chose. On s'en sert justement pour faire de la gesticulation, de la menace, du discours. Et donc on s'en sert du nucléaire tous les jours. La dissuasion, c'est une manière de se servir du nucléaire, sans l'utiliser, sans faire exploser la bombe, en simplement disant « je l'ai et je pourrais le faire ». Donc il ne faut pas s'étonner du fait qu'il le brandisse une nouvelle fois avec un grand renfort de publicité télévisée sur ces gros missiles. Ça sert à ça. Et voilà. Bon. Mais bon, il est embêté quand même, manifestement, le fait qu'il soit obligé d'y répondre dans des termes délirants, dire en gros, c'est des nouveaux nazis. C'est une pure folie. Oui. Vraiment. Là, on est dans un univers parallèle. Alors, son porte-parole étaient des nazis. Enfin, son porte-parole, Peskov, a enfoncé le clou un peu plus tard. Pour que les choses soient bien claires, la Russie autorisera tout son potentiel militaire pour répondre aux livraisons d'armes. Est-ce que ça signifie, ce que dit Jean-Dominique, qu'on ne doit pas être effrayé plus que ça, Général Gomard, ou c'est pas aussi simple? Moi, ce que je trouve intéressant dans le discours de Vladimir Poutine, et ce que soutient aussi Dmitri Peskov, c'est que, d'abord, il profite de cet anniversaire de la bataille de Stalingrad pour rappeler l'histoire. Et en fait, derrière ça, ça sert sa propagande. C'est-à-dire que le char allemand, ils étaient face à des chars allemands, avec une croix. Effectivement, il le souligne bien. Parce que, de fait, il y a bien la Wehrmacht sur ses flancs de ses blindés. Effectivement, il y a bien une croix allemande. Mais en fait, c'est ça. Donc, en fait, derrière, pour moi, ça sert sa propagande à lui, vis-à-vis de la population russe. Et en même temps, c'est un message délivré vis-à-vis de l'Occident et des pays de l'Ouest en disant on fera comme à Stalingrad, comme il y a 80 ans. En fait, c'est ça qui nous rappelle. Alors après, bien sûr, il sort le nucléaire, il fait un exercice. Ça correspond exactement à son discours pour dire j'ai ces armes-là que je peux toujours utiliser si jamais vous allez trop loin. Mais de mon point de vue, et je l'espère, il ne s'en servira pas. Vous n'y croyez pas plus qu'hier? Pas plus qu'hier. Parce qu'hier, depuis 1 an, il y a un relatif consensus sur ce plateau pour prolonger un peu ce que vous disiez, Jean-Dominique, en indiquant que oui, c'est une façon de montrer les muscles, c'est une façon de faire peur, c'est une façon d'agiter les peurs et de tenter d'influencer les opinions occidentales en agitant toujours cette menace nucléaire, mais que ce n'est ni dans l'intérêt de la Russie, ni dans, ni dans son ADN même, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, personne n'imagine vraiment ça. Ça la couperait de ses alliés, ça l'isolerait vis-à-vis du reste du monde. Bref. La Chine, de mon point de vue, la Chine de Xi Jinping ne souhaite absolument pas ça. Voilà. Depuis le début, on sent bien que la Chine est très gênée par cette guerre parce que ça gêne le commerce mondial, etc. Ça gêne les échanges. Et donc, je pense que la Chine est totalement contre. La doctrine nucléaire russe, en l'occurrence, c'est uniquement si on pénètre, si on attaque son territoire. Là, en l'occurrence, il n'est pas question d'attaquer son territoire. Et c'est très intéressant le parallèle avec Stalingrad. Il ne faut pas oublier que Stalingrad, la Russie était envahie. Oui. L'Ukraine était à ce moment-là dans l'Union soviétique, donc elle était envahie, elle s'est défendue. Donc faire un parallèle entre ce qui se passe à Stalingrad, ce qui s'est passé à Stalingrad il y a 80 ans, où effectivement l'Union soviétique, et pas la Russie, l'Union soviétique, j'insiste bien là-dessus, donc a renversé le cours de la guerre et a marqué le début de la grande contre-offensive des soviétiques, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Mais donc il fait l'amalgame volontairement. Oui, mais ça montre à quel point, je ne sais pas... Alors,
si les Russes marchent dans cette propagande, ça en dit long sur l'effondrement intellectuel et moral de ce pays, parce que ça n'a strictement rien à voir. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de l'arme nucléaire? Moi, je partage tout à fait. C'est-à-dire qu'il l'agite, and so what? Parce que le problème fondamental que nous avons est les sorties de Lavrov sur la Moldavie, plus plusieurs prochains champs de bataille de la Russie, ça montre qu'effectivement, nous ne pouvons en aucun cas céder en Ukraine, puisqu'il nous dit, voilà, le prochain objectif, ça sera la Moldavie. Vous prenez de l'avance, on va y venir. Voilà, mais c'est pour vous montrer que agiter l'arme nucléaire et en même temps agiter la menace moldave, ça montre que il y a je pense qu'il y a du yaourt dans la tête des dirigeants russes actuellement, parce que c'est contradictoire. C'est intéressant parce que chez nous, en Occident, l'arme nucléaire, c'est le tabou absolu. Personne n'imagine qu'un jour on se serve de l'arme nucléaire autrement qu'effectivement, sauf si on est attaqué nous-mêmes par une arme nucléaire. Est-ce qu'en Russie, quand on évoque l'arme nucléaire, c'est aussi la même chose ou pas? On peut dire que depuis quelques années, c'était banalisé un peu, l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, si on retourne un peu à notre dialogue à propos de mon départ de la Russie, c'était en 2018 que la première fois, j'ai eu peur pour mon pays, quand Poutine a fait la première blague, la première fois une blague sur l'arme nucléaire. Peut-être que vous vous rappelez de ce moment, quand pendant le club du Valdai, en octobre 2018, il a dit que les Russes ne doivent pas avoir peur de la guerre nucléaire, parce qu'en cas de la guerre nucléaire, ils iront au paradis. Et en ce moment-là, je me suis dit que ça, c'est un peu bizarre que le chef d'État, qui doit être responsable devant son peuple, tout d'abord, après devant le monde entier, en étant une puissance nucléaire, qu'il fait des blagues comme ça. Et il a beaucoup, en fait, souri, il a rigolé, il a trouvé ça lui-même très amusant comme l'idée. Et ça vous amène à penser qu'il y a un rapport différent des Russes vis-à-vis de l'humour noir ou qu'il y a un rapport différent des Russes profondément vis-à-vis de l'idée de sacrifice que représente l'utilisation du nucléaire? Je ne crois pas que ça représente du tout l'opinion publique russe. Je crois que ça représente l'état d'esprit au Kremlin depuis quelques années. Et moi, malheureusement, je fais partie des gens qui croient que c'est possible que Poutine utilise l'arme nucléaire. Et je peux expliquer. Vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible. On ne peut pas exclure du tout ça. Même si ça n'est pas son intérêt? Les intérêts de son régime sont primordiaux pour lui par rapport aux intérêts du pays, du peuple, du monde entier. Donc, bien sûr que une frappe unilatérale, comme par exemple, voilà, je frappe avec nucléaire, ça, on ne peut pas imaginer ça. Mais présenter ça comme une réponse, par exemple, à une attaque, parce que je vais compléter ce que tu viens de dire sur la doctrine militaire russe, elle prévoit des cas quand la Russie peut utiliser une frappe préventive. C'était assez nouveau. Sous l'Union soviétique, il n'y avait pas de cette clause. C'était en 2000 et après en 2010 et en 2014 qu'ils ont en fait réaffirmé le fait que la Russie peut répondre à une menace nucléaire si ça s'avère qu'il y a des preuves qu'il y a un missile qui est envoyé vers la Russie. Bon, on peut ici voir quelle marge de manœuvre large il y a pour spéculer sur ça et pour se tromper aussi, pour utiliser ça comme un prétexte. Voilà. Mais il y a aussi les autres clauses qui ont été ajoutées en juin 2020 par une occasion spéciale qui a complété la doctrine militaire où ce n'était pas que la menace nucléaire, mais c'était aussi le conflit conventionnel. Conventionnel, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Qui menace. C'est pareil pour la France. Hein. Voilà. Si une armée entre sur le territoire français, le pays qui nous attaque est nucléarisé, sans discussion. Non, j'ai pas fini. C'est pas le menace sur le territoire russe. C'est une menace qui va présenter une menace existentielle pour la Russie. Et ça aussi, vous voyez, c'est assez vague. C'est pas l'attaque sur le territoire russe. Ça, on peut présenter, par exemple, l'effondrement du régime de Poutine. Est-ce que c'est une menace existentielle? Pour lui, c'est existentiel. Pour lui, il fait l'équivalent de la Russie avec son régime. Pour lui, il n'y a pas de la Russie sans Poutine. Donc malheureusement, la nature de ce régime, le fait qu'il est assez irrationnel. Et il est irrationnel pour vous? Bien sûr. Ouais, on a vu en février 2022 comment il a sacrifié les intérêts de la Russie. Il a sacrifié les hommes russes. La Russie a beaucoup déjà des problèmes démographiques. Vous savez, la population s'est réduite, même depuis 2020, de 147 millions jusqu'à 145 millions. Et si on compare, juste pour comprendre le problème démographique que la Russie a, le Japon, qui est juste un petit pays sur quelques îles, c'est 127 millions.
Et nous comparons avec l'espace de la Russie qui occupe 1/7 de toute la Terre sur cette planète. Donc on peut imaginer qu'on ne peut pas sacrifier les hommes, les jeunes garçons, pour les buts assez bizarres et pas justifiés du tout. Donc il a sacrifié le développement économique, il a sacrifié toutes les connexions avec l'Occident, parce que depuis des années, la Russie construisait des gazoducs, des différentes relations commerciales. Il a sacrifié donc, la jeunesse qui meurt maintenant. Donc il peut sacrifier encore davantage en appuyant sur le bouton un jour d'après vous. Il vit dans son monde, et ça, il y a plusieurs preuves. Si vous allez voir les études des chercheurs russes, des journalistes qui ont fait, par exemple, une étude de Mikhail Zygar, qui est basée sur les témoignages directs du Kremlin, qui prouvent qu'effectivement, Poutine, malheureusement pour nous tous, pour la Russie, vit dans dans son monde à part. Voilà. Et il est rationnel dans son monde. Mais sauf que cette rationalité, elle n'est pas la vraie rationalité. Juste un mot. Jean-Dominique. Juste un mot. C'est pas rassurant. Hein. C'est sans doute vrai, sauf qu'il n'est pas seul. Comme on dit, en face, il a des gens qui ont des armes nucléaires. En face, c'est nous. Ouais. Voilà. Nous, les Occidentaux, et les Américains en tête. L'OTAN est un club nucléaire. Ça limite ses capacités de jeu et de liberté d'action. Parce que le message lui a été très clairement transmis par les Américains lors d'une rencontre entre le directeur de la CIA et son homologue russe, en disant, écoutez, si vous vous amusez à tirer une arme nucléaire tactique, c'est-à-dire pas grand-chose d'un point de vue militaire, d'un point de vue symbolique énorme, mais d'un point de vue militaire pas grand-chose, nous détruirons votre armée en Ukraine totalement avec nos moyens classiques, sans utiliser l'arme nucléaire. Les Chinois ont dû lui dire des choses à peu près comparables. Mais ce que nous dit, Vera, c'est qu'il n'est pas forcément rationnel de ce point de vue-là. Ça, on en sait, oui, c'est bien possible. Mais la peur peut rendre rationnel. Voilà. Parce que il y a des engrenages possibles, on n'en sait rien, Le vrai truc, c'est qu'on est dans une zone d'inconnu, et c'est justement ça. Toute la dialectique nucléaire, c'est de l'inconnu. On ne sait pas comment va réagir la personne d'en face. C'est le principe même. C'est pas étonnant que ce soit comme ça. C'est la définition même de la stratégie nucléaire. Mais si on essaye, l'incertitude. Si on essaye d'avancer à tâtons dans cet inconnu, Vera nous donne un élément d'appréciation. Elle qui était encore en Russie il y a 2 ans, qui travaillait non pas directement sur ces sujets, enfin en travaillant sur les sujets politiques, philosophiques autour de la Russie, c'était plutôt le soft power plutôt que le hard power que constitue l'armement. Mais vous avez quand même ces éléments d'appréciation. Vous vous intéressiez quand même de près à ces sujets et sur ce qui filtrait, ce qui émanait du régime. Ce qu'on peut dire, c'est que une chose est sûre, c'est que depuis 1945, on a eu des dirigeants politiques qui avaient des armes nucléaires entre les mains, qui étaient parfois assez cinglés. Mao Tse-tung, par exemple, et ils n'ont jamais utilisé une arme nucléaire. Peut-être qu'un jour, ça va changer, mais... Non mais en plus, il faut réfléchir. Si Poutine utilise l'arme nucléaire, son pays sera nucléarisé, mais totalement nucléarisé. Quand vous dites nucléarisé, il sera détruit. Détruit, il restera rien. Donc, attendez, ce que dit Jean-Dominique, c'est que si c'est une arme nucléaire, ça c'est deux champs de bataille. À ce moment-là, l'Occident a dit on n'utilisera pas l'arme nucléaire, mais on détruira votre armée avec nos armes. Mais là, qu'est-ce qui se passera? Ils utilisent une arme dite de champ de bataille, c'est à voir d'abord. Qu'est-ce qu'une arme de champ de bataille? Parce que, comme disait le général de Gaulle, une arme nucléaire est une arme nucléaire, point barre. Donc il faut arrêter de distinguer selon la puissance. Et ensuite, imaginons que nous détruisions l'ensemble de l'armée. Donc qu'est-ce qu'on a à faire en face? Donc on pousse Poutine dans un coin du ring et on le tape. Et qu'est-ce qu'il va faire Poutine? Il va appuyer sur le bouton. Donc de toute façon, dès qu'il commence à taper sur le nucléaire, on va directement vers le nucléaire. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passera? Il régnera sur quoi? Sur son bunker? Dans le Kremlin? Je veux dire, c'est ça qui... Là, vous êtes rationnel. Mais oui, mais il sera. Là, vous êtes rationnel. Et là, j'en passe à ce que dit Jean-Dominique Merchet, c'est que il a 1000 fois raison. C'est-à-dire que la peur rend rationnel. C'est qu'à un moment, il va se dire, mais attendez, si j'ai plus rien, tout l'hémisphère nord est détruit. Parce que ça sera ça. L'hémisphère nord sera détruit. Les soviétiques avaient, alors les Russes, ça, j'en mettrai pas ma main à couper, ils avaient les moyens de détruire 7 fois la planète.
7 fois la planète, d'accord? Les Américains, eux, c'est 3-4 fois. Nous, on a de quoi, effectivement, nucléariser, nous les Français, nucléariser tout, je dirais, la Russie jusqu'à l'Oural, à peu près. Il ne restera rien de la Russie. Donc, vous imaginez, tout le monde va taper. Donc, non. Et si jamais, si on a peur, si on recule face à cette menace, on est mort. On est mort. Je ne pense pas que, ici, et on a toujours défendu cette position, on donne des faits, des éléments d'appréciation. Mais vous avez raison, on ne va pas commencer à avoir peur. Sinon, on peut avoir peur de tout le temps. Non, pour moi, il n'attaquera pas, il n'utilisera pas l'arme nucléaire. Enfin, évidemment, on ne sait pas. On ne sait pas, voilà. Mais il n'a aucun intérêt à le faire. Alors, évidemment, il n'avait aucun intérêt non plus à attaquer l'Ukraine, vous allez me dire. Ce qui est vrai. C'est ce que dit Vera. Ce qui est vrai. Mais enfin, il y a une différence dans les conséquences. On change d'échelle en termes de conséquences. Parce que ce que vient de dire Jean Quatremer, c'est sûr, la réponse, elle est immédiate. Bon, un mot et on avance. C'est juste, je voulais dire qu'effectivement, la peur est très importante. Et elle a fait déjà prévoir le Kremlin à certains scénarios. Par exemple, le bunker, il n'est pas à Moscou. Il est beaucoup plus loin. Il est plus loin que l'Oural. Oui. Ah oui. Et on sait même, il y a les témoignages des gens qui racontent comment certaines zones sont très sécurisées et que Poutine y va régulièrement. Donc, bien sûr que dans votre monde, vous comprenez qu'il y aura une riposte, mais dans le monde de Poutine, c'est pas tout à fait ça. Dans la vision de Poutine, l'Europe est très faible, l'Europe est très lâche. Et en fait, il croit que s'il présente ça comme, par exemple, aussi une réponse, une sorte d'acte de sauvetage de son pays, il ne croit pas que le vieux Biden, comment il est imaginé par la propagande russe, parce que je connais ce que le Kremlin raconte sur le Biden. Biden est faible, il est vieux, il est même presque n'est pas capable de gérer le pays, vous savez comment elle est présentée. Les dirigeants en Europe encore plus faibles. Donc, dans sa vision, c'est prévu aussi que peut-être il y aura de vraies réponses, parce que les Occidentaux auront peur. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, Macron, une fois, a dit que la France n'utilisera pas l'arme nucléaire. Et ça, c'était assez inquiétant, parce que, effectivement, je suis d'accord avec vous que la seule chose que Poutine comprend, c'est la force, et c'est la fermeté, et c'est la détermination. Donc si l'Europe et les États-Unis continuent à avoir une position très ferme en montrant par plusieurs moyens à Poutine qu'il y aura une réponse, ça peut... on l'a montré parce qu'on a envoyé, par exemple, les Français, 3 sous-marins nucléaires d'attaque. Il n'y en a jamais autant qui sont sortis en pleine mer. C'est un message. D'habitude, il y en a un seul. Là, il y en a 3. Non, pour être exact, Emmanuel Macron n'avait pas dit quoi qu'il arrive, on n'utilisera pas l'arme nucléaire. Il avait dit... Si la Russie, si le Kremlin utilise une bombe nucléaire tactique de champ de bataille, c'est-à-dire en Ukraine, pour assommer d'une certaine manière la population, comme Nagasaki et Hiroshima avaient assommé les Japonais en 1945, à ce moment-là, la réponse ne sera pas nucléaire. Mais il s'est réservé quand même, évidemment, le droit... C'était manifestement une erreur. Une erreur. C'était quand même, assez rapidement corrigé dans un discours suivant. Il s'est rendu compte qu'il avait... Bon, il n'aurait pas dû dire ça, quoi. Un élément d'appréciation, et on vous retrouve, Quentin. Ces menaces, on peut souvent les considérer comme de la gesticulation, mais c'est très intéressant de vous entendre, Vera. Mais elles sont tout de même prises très au sérieux par certains pays occidentaux. Oui, et notamment la Suède. C'est un article du journal Dagens Nyheter, l'un des plus lus dans le pays, qui lève le voile sur le sujet. Le titre est très clair, regardez, la défense suédoise se prépare à une attaque nucléaire russe. Le journaliste a interrogé le numéro 3 de l'armée suédoise, le général Michael Claesson, et voilà ce qu'il dit: « Je suis payé pour penser au pire, la Russie a l'habitude de faire ce qu'elle dit. » Alors, quelle est la traduction de cette préparation ? Eh bien, depuis plusieurs semaines, un état des lieux des abris anti-atomiques est réalisé. Les 65 000 bunkers suédois datant de la guerre froide sont vérifiés, remis en état. Le pays a même un programme pour construire des dizaines de milliers d'autres d'abris anti-atomiques pour protéger l'ensemble de la population suédoise. Alors pourquoi la Suède serait particulièrement visée ? Eh bien parce qu'elle vient en mai de demander officiellement son adhésion à l'OTAN en parallèle de la Finlande. Le journal suédois alerte, l'entrée de la Suède dans l'Alliance transatlantique serait vue comme un défi stratégique pour la Russie. Rappelons également que géographiquement, Stockholm n'est qu'à 700 km de Saint-Pétersbourg, par exemple, encore plus près de l'enclave de Kaliningrad. Regardez, 500 km où, on le sait, des ogives nucléaires sont positionnées. Bon, et dernier point, rapidement, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. La Russie est accusée par les États-Unis directement, et ils le font publiquement, de ne plus respecter les accords de désarmement nucléaire qui avaient été signés entre Moscou et Washington. Oui, c'est le département d'État américain qui alerte
Sur un point, David, depuis août, la Russie ne laisse plus aux États-Unis l'accès à ses installations nucléaires. Et c'est pourtant un des piliers du traité de désarmement nucléaire, appelé le New START, signé entre les deux pays. Voilà ce que déclare Washington hier. Tout ce que la Russie doit faire, c'est autoriser les activités d'inspection sur son territoire, comme elle l'a fait depuis des années. Rien n'empêche les inspecteurs russes de se rendre aux États-Unis aujourd'hui et d'effectuer des inspections. La Russie a répondu quelques heures plus tard. Elle assume de ne plus laisser entrer les observateurs américains sur son sol. C'est une conséquence directe de la guerre hybride déclenchée par l'Occident contre notre pays. Nous avons averti que le contrôle des armements ne peut être isolé des réalités géopolitiques. C'est ça. Moscou lie ceci à cela. Rappelons que là, on parle d'armes nucléaires stratégiques, intercontinentales. Dans l'autre cas, on parle d'armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire de champs de bataille. Cette distinction, elle est parfois mise en cause. Mais bon, voilà, la Suède, visiblement, c'est affaire de sensibilité, en fait. En Suède, on préfère se préparer au pire. Bon. Oui, mais ça, c'est logique que certains réfléchissent au pire. C'est logique qu'effectivement, on revisite les abris, puisqu'on voit bien que les Russes, effectivement, utilisent largement leur artillerie. Et on voit bien ce que font les Ukrainiens, c'est qu'ils cherchent, effectivement, des abris. Donc, qu'ils revisitent les abris, pour moi, ne veut pas dire qu'effectivement, ils craignent une attaque nucléaire demain matin. Et le non-respect du traité START ou New START, donc la réduction de l'armement nucléaire, effectivement, c'est un vrai sujet. Mais normalement, ça se terminait, je crois que le mandat, c'était 10 ans, ça se terminait le 5 février de cette année. Et donc, ça a été repoussé jusqu'en 2026. Donc, cet échange, effectivement, ce contrôle par contrôleur d'un pays vers l'autre pays et vice-versa. Donc, en fait... C'est pas alarmant forcément. C'est pas alarmant forcément. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est empêcher les Américains de venir sur le sol russe, voir ce que les Russes... Parce qu'évidemment, les gens qui viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder, ils vont faire du renseignement. Oui, voilà. Jean. Ce qui est frappant, c'est le fait que les Suédois, comme les Suisses d'ailleurs, aient des abris antinucléaires que nous n'avons quasiment pas. Nous n'avons pas d'abris antinucléaires en France parce que nous avons l'arme nucléaire. C'est-à-dire on part du principe que si une armée étrangère nous attaque, on nucléarise le pays. La Suède, comme effectivement la Suisse, ont cette culture de l'abri antiatomique. Qu'ont aussi les Américains, curieusement. Mais nous, on n'a jamais développé de système, de réseau d'abri antiatomique. Peut-être qu'on va finir par le regretter. Bon. Mais en même temps, peut-être que ça n'est pas compatible, effectivement, avec la dissuasion nucléaire. Si on commence à avoir des abris antiatomiques, c'est d'une certaine manière qu'on ne croit plus au pouvoir dissuasif de notre riposte nucléaire. Voilà, le général de Gaulle est devant nous. C'est exactement la réflexion stratégique. Merci, je le dis. Je m'en souviendrai. Voilà. Et en fait, il faut aussi se rappeler qu'à Moscou, ils ont aussi préparé les abris. Il y a quelques mois, le gouvernement russe officiellement a renouvelé et a préparé les abris. Et je sais qu'à Moscou même, il y avait des abris qui ont été vendus pour ceux qui voulaient être sûrs. Donc voilà, c'est de deux côtés. Ça se passe et ça n'est pas très rassurant. Bon voilà, on a passé du temps là-dessus, mais c'est intéressant de vous entendre et notamment d'entendre votre sensibilité à vous, Vera, qui étiez, il y a quelques mois encore, en Russie. Quand vous avez rencontré Vladimir Poutine, c'était à quelle occasion? C'était il y a très peu de temps, je crois. Hein. C'était il y a 1 an et demi déjà. C'était en octobre 2021. J'étais invitée au Club du Valdaï. C'est une rencontre annuelle de Poutine avec les experts dans les relations internationales. Et vu qu'à l'époque, j'étais encore un professeur à l'université de Saint-Pétersbourg, haute école d'économie, j'étais invitée là-bas pour lui poser une question, parce que les questions sont approuvées en avance, on est bien d'accord, ce n'est pas un dialogue, vous savez, naturel. Ah. D'ailleurs, ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Ça veut dire il ne vient pas écouter, il vient parler plutôt. Voilà, et quand par exemple je voulais demander une deuxième question, bien sûr, je ne pouvais pas le faire, parce qu'effectivement, j'ai posé une question sur le soft power, il m'a répondu déjà, la réponse était assez inquiétante, parce qu'il presque disait que la Russie n'avait pas besoin de soft power, la Russie avait besoin du respect. Et là, beaucoup, vous savez, insisté sur le mot avec l'intonation comme ça, respect. Voilà, ils doivent nous respecter. Et moi, je voulais demander, mais déjà, le soft power, ça ne contredisait pas au respect. C'est au contraire, c'est la base de soft power. Oui. Et après, pourquoi dans ce cas, la Russie investit autant dans la chaîne, par exemple, Arty, si on n'a pas besoin de soft power? Pourquoi dépenser l'argent de mes citoyens, les biens aussi, pour quelque chose dont la Russie n'a pas besoin? Vous pensez que dans le cadre actuel des choses, vous pourrez retourner en Russie, toute chose égale par ailleurs? Si évidemment il y a un changement de régime, c'est une toute autre histoire. Mais actuellement, est-ce que vous pourriez retourner en Russie?
Actuellement, c'est dangereux pour les personnes comme moi parce qu'il y a les lois répressives qui sont adoptées selon lesquelles, si tu critiques la guerre, déjà si tu dis le mot guerre, tu peux aller en prison. Et il y avait déjà les cas, par exemple, il y avait un député dans la région de Moscou qui a reçu une peine de 7 ans pour le mot juste guerre. Oui, ce serait pas simple.